Une réalisation de Studio Machiavel. Vous écoutez Né pour un gros pain, le balado sur l'entrepreneuriat québécois. Chaque épisode, nous recevons un nouvel invité provenant du tissu entrepreneurial québécois pour parler de son expérience d'affaires au Québec. Il a pris l'entreprise, puis il a fait crack, là. Notre mission est d'aider les entrepreneurs québécois à réaliser qu'ils sont plus québécois qu'ils le pensent. Tu dois être une personne, par contre, qui aime les risques. Tu peux essayer des trucs, puis que ça va peut-être pas lever. Les dragons, nous, c'est un peu la plus grosse joke de l'année. Dans 5 ans, ce qui est une innovation verte aujourd'hui va être une norme. Ici, nous croyons fermement que le Québec a faim de succès. Pour ce 24e épisode, nous recevons François Rioux, président et repreneur depuis plus de 10 ans de Edfi International, centre de vacances et de camp de jour. Nous discutons de la place de l'humour dans le développement des affaires, du côté sombre du reprenariat et d'éducation entrepreneuriale. Pour ce faire, voici vos côtes. Hamza Garnati, stratège, authentique, et Louis Palacio, entrepreneur, idéaliste. Donc, bienvenue à un nouvel épisode de Né pour un gros pain. Aujourd'hui, on reçoit François Rioux de l'entreprise Edfi International. Donc, François, merci d'être avec nous. Ça fait plaisir, les gars. Merci. Merci de m'avoir invité. Ça fait plaisir. Merci, Hamza, de m'accompagner. Merci, ça fait plaisir. Super. Donc, sans plus tarder, on aime bien commencer par une question dont le but est de briser la glace. On veut apprendre un petit peu à connaître l'entrepreneur derrière l'entreprise. Donc, François, est-ce que tu pourrais nous dire quel type de pain es-tu? Quel type de pain je suis? Pingouin? Non, je sais pas, je suis un peu fatigué, c'est vendredi. Vite de même, pain aux bananes aujourd'hui, peut-être. Pain aux bananes, oui. Aujourd'hui, Okay. là, ça serait pain aux bananes. Ma femme fait des pains aux bananes trop santé, qui sont trop secs. OK. Puis ma fille fait des pains aux bananes trop sucrés, exact. Elle inclut les briseurs de chocolat. Fait que, pain aux bananes bon. Ok. Ça serait ça aujourd'hui, ouais, exact. OK, donc faire le podcast, c'était une excuse pour aller au restaurant juste pour C'est t'échapper la cuisine. exactement ça. Non, mais exactement ça. Puis en plus, tu sais, il y a des bananes là-dedans. Tu sais, puis c'est un fruit. Fait que c'est bon, les fruits pour la santé. Fait que, tu sais, moi, j'aime ça manger équilibré. Ouais. Exact. Ça serait ça, pain aux bananes aujourd'hui. Nice. Puis dans le fond, tu es le propriétaire de Edfi International. Est-ce que tu peux nous parler d'un petit peu, c'est quoi les camps Edfi? Oui. Ben, Edfi International, c'est une entreprise qui a été fondée en 1965 par Yvan Dubois, qui était le directeur des... En fait, pas le directeur, le maire des Jeux olympiques de Montréal en 1976. OK. Donc, personnage public décoré de l'Ordre du Canada, ces choses-là. Donc, c'est un camp... au départ, c'est un centre de plein air qui est devenu éventuellement un camp de vacances où on accueille des jeunes d'un peu partout à travers le monde. Edfi, éducation physique. Donc, ça vient de là, exactement. Mais il y en a plusieurs quand même. Tu fais une petite face, mais il y en a plusieurs qui ne savent pas c'est quoi. Donc, Edfi, éducation physique internationale, le volet, évidemment, international. Donc, c'est ça. Donc, c'est un camp de vacances aujourd'hui avec un centre de plein air, plusieurs camps de jour. Ça accueille, là, je vous dirais, là, des dizaines et des dizaines de milliers de jeunes là, pendant la période estivale. Ça fait travailler au-dessus de 300 personnes, 300 étudiants là, sur des bases saisonnières. Donc, tu sais, je vous fais le topo très rapide, là, mais c'est à peu près ce que c'est. On a des jeunes de partout à travers le monde qui viennent de chez nous. Là, à peu près 35% de la clientèle vient de l'extérieur du Canada. Donc, on a vraiment beaucoup de monde là, de l'extérieur. Fait que c'est ça, tu avais mentionné quand même, tu avais quand même un grand groupe, c'était la Chine, en Asie même, il y a des gros partenariats aussi que tu avais. En fait, j'ai quand même eu la chance aussi de visiter le camp Edfi dans mes... parce qu'en fait, on ne l'a pas encore dit, là, mais oui, évidemment, François Rioux, c'est un entrepreneur, mais c'est aussi un maître d'enseignant à HEC Montréal. Et Louis, moi-même, on a eu la chance d'être un de tes anciens étudiants, un prof qui nous a marqué, pour le meilleur, ou c'est pour le pire, non. C'est ça, tu as eu combien dans le cours? Ça va. Ça en est bien sorti, c'est ça, exact. Mais le camp Edfi, et je m'en souviens, c'était avec le groupe Agir, en fait, d'avoir été la première fois, la seule fois où on nous accueillait. Et ça m'a marqué parce que tu nous as présenté vraiment toute la journée, toute l'histoire du camp Edfi. Tu as même présenté les moments difficiles et les moments genre de plus de bonheur. C'était vraiment très touchant. Encore une fois, encore merci aussi pour nous avoir laissé le soir un peu en profiter. J'avais oublié que tu étais dans la cohorte Agir. Ça veut dire, c'est vrai que j'avais amené tous les étudiants passer, dans le fond, un après-midi, je pense, là-bas. Puis on avait fait des activités. J'avais donné évidemment un atelier. Puis après ça, c'est vrai, je me souviens de ça. Mais c'est ça qui était vraiment cool parce qu'on a découvert vraiment François, la personne, et pas l'enseignant, etc. Puis, mais on va parler un peu justement de ton parcours en tant que maître d'enseignant à HEC Montréal. Parce que c'est
par rapport à tous nos anciens invités, tu es quelqu'un qui éduque la jeunesse par rapport à l'entrepreneuriat, etc. Donc, comment tu vois l'aspect d'éducation sur l'entrepreneuriat? C'est quoi un peu les objectifs principaux que tu vises quand tu fais ces cours-là? Oui. Mais là, j'aimerais ça peut-être, je sais pas combien de temps j'ai, là, parce que je sais que je parle beaucoup, mais tu sais, je revenais peut-être à la base. Moi, tu sais, je suis pas un prof, j'ai pas étudié pour être professeur, enseignant ou quoi que ce soit. À un moment donné, c'est bon, j'avais mes occupations, j'étais un hyperactif, je pense, de nature, puis ma femme souhaitait, je crois, m'avoir le plus souvent à l'extérieur de la maison. Puis un moment donné, elle m'avait dit, ben écoute, pourquoi tu ne donnes pas un peu de ton temps, puis aller donner des conférences ou peut-être donner une petite charge de cours à l'université. Ça a vraiment commencé comme ça. Donc, c'était pas un choix de carrière. Je me suis jamais dit un jour, enseigner, moi, c'est ça mon plan. Absolument pas. Puis j'ai commencé comme ça en donnant une charge de cours au futur comptable, un professeur qui m'a fait confiance, un maître d'enseignement, Luc Bélanger-Martin, qui m'a fait confiance. Puis j'ai donné une charge de cours. Puis quand j'ai terminé ma charge de cours, il m'a dit, écoute, ça te tenterait-tu de donner 2 charges de cours? Puis j'ai donné 2 charges de cours. Puis après ça, il m'a dit, hey, ça te tenterait-tu d'en donner 3? Tu sais, c'est juste une de plus que 2. Puis là, j'ai dit, sans trop m'en rendre compte, je suis devenu maître d'enseignement, si on veut. Puis moi, ce rôle-là, pour moi, est devenu essentiel puis fait partie maintenant de ma personnalité puis de ce que je fais là, vraiment sur une base quotidienne. Je trouve ça super important. L'objectif que je donne, en fait, c'est que les gens qui prennent un cours d'entrepreneuriat avec moi ou avec un de mes collègues, on n'a pas je pense pas que j'ai l'obligation de faire de ces gens-là des entrepreneurs. Je pense pas que j'ai cette obligation-là. Par contre, je me donne l'objectif de sensibiliser les étudiants à l'entrepreneuriat, comme quoi c'est une carrière, c'est un métier, leur donner le goût. Puis à la limite, les gens qui ne partiront pas en affaires, moi, j'ai l'intention au moins de leur expliquer ou de valoriser les compétences entrepreneuriales. Fait que, tu sais, que tu sois entrepreneur ou non, puis tu partes une business, après ça, tu sais, je veux dire, ça t'appartient. Mais développer des compétences entrepreneuriales comme on développe des compétences de marketing ou d'autres peu importe lesquelles on développe, pour moi, ça, je pense que c'est essentiel aujourd'hui dans toutes les sphères de notre vie. Puis ça, pour moi, c'est important. Puis c'est ça que j'essaie de faire dans les cours, c'est que les jeunes sortent de là, les participants, je ne devrais pas dire les jeunes, mais que les participants sortent de là, puis qu'ils disent OK, tu sais, c'est peut-être pas pour moi l'entrepreneuriat, mais j'ai compris par contre que tu sais, le sens de l'initiative, prendre des. Tu sais, ça, par contre, c'est important. Puis je me sers de cette tribune-là pour vraiment essayer de mettre ça de l'avant. Pour moi, c'est bien important. Ouais, puis justement, t'en as motivé une couple, dont moi, à se partir en entrepreneuriat. Donc, je pense que ça fonctionne. Vraiment gentil. Ouais. Et une des raisons aussi pourquoi, exemple, ton approche pédagogique est autant marquante, c'est qu'évidemment, tu as une expérience dans l'humour. Ouais. Tu sais comment faire le one-two punch combo. Et après, tu finis avec la joke qui fait rire. Et après, on réalise pas, OK, ouais, j'ai appris, mais finalement, j'ai passé un bon temps, mais j'ai appris quand même. T'sais. C'est vrai que le cours entrepreneuriat était comme encerclé à notre horaire, comme un bon moment. Là. C'est vraiment gentil. Mais parle-moi un peu justement de ton background aussi en humour que tu as eu avant de devenir entrepreneur. On a combien de temps? L'humour, encore une fois, pas prédestiné à devenir... je me suis jamais dit un jour, je vais être humoriste. Pas que j'aurais pas aimé ça, mais encore une fois, ça, c'est des amis qui m'ont dit, écoute, tu devrais essayer ça. Puis j'avais jamais fait d'impro, j'avais fait de théâtre. Puis je me suis présenté effectivement à l'École nationale de l'humour, puis bien humblement, puis j'ai présenté un petit numéro, puis j'ai été accepté, puis au début, je pensais que c'était une joke, mais non, j'ai vraiment été accepté. Puis, en fait, l'humour, c'est pour moi, je gagne pas ma vie en humour aujourd'hui, mais l'humour, pour moi, aujourd'hui, c'est un outil extraordinaire. C'est un outil très, très bon en affaires. Puis en enseignement, c'est extraordinaire. C'est un véhicule très important. C'est un véhicule qui favorise la rétention. Donc, comme tu disais tantôt, je peux passer dans une anecdote de 5 minutes. À l'intérieur de cette anecdote-là, tu ris, tu t'es créé des images par la blague, mais en dessous de ça, il y avait un fond, tu sais. Et ce fond-là, souvent, tu vas te souvenir de ça par la blague. Donc, c'est un véhicule renforcé. C'est un véhicule simplement pour passer de la matière puis pour que les gens puissent retenir cette matière-là. Moi, je me souviens, je suis allé voir des spectacles d'humour il y a 3 ans, puis je me souviens encore de ces blagues-là d'il y a 3 ans. Alors que, tu sais, si tu me dis la statistique ou peu importe, d'un auteur X, Y, Z, sans manquer de respect à personne, ça se peut que dans 3 ans, j'en ai aucune idée c'était quoi, je me souviens plus de ça, mais je vais me souvenir de certaines anecdotes, certaines blagues, et ça, si les étudiants sont capables de faire le lien entre la blague et ce que cette blague-là avait comme contenu autour,
ben ça a un pouvoir de rétention quand même assez important. Puis évidemment, comme tu sais, je veux dire, tu sais, aujourd'hui, tu sais, les étudiants, tu sais, on vit dans un monde fast-paced, puis tu sais, rester devant quelqu'un 3 heures de temps, moi, je pense qu'il n'y a plus personne qui veut écouter personne 3 heures de temps. Tu sais, je veux pas écouter un film 3 heures, à moins qu'il soit hallucinant. Donc, tu sais, les étudiants qui se déplacent à 8h30 le matin pour 3 heures, si en plus, ça peut être agréable pour eux autres, tu sais, pourquoi pas utiliser ce véhicule-là, tu sais, dont j'ai payé 7 000$ pour avoir les compétences en passant, tu sais, ça serait important. Ouais, c'est l'expérience de MBA que tu en parles souvent. Oui, c'est ça, exactement. Mais en fait, tu as beaucoup parlé justement de la place de l'humour dans l'éducation, mais aussi en tant qu'entrepreneur, je devine quand tu fais du développement d'affaires, à comment charmer la personne à faire, comment faire le niveau de conversion, je devine que ça aide aussi. Oui, ben, c'est parce qu'à travers l'humour, il y a un gros volet que c'est de la communication. Comment convaincre, écouter, improviser. C'est con, mais je veux dire, en affaires, il y a un petit... En tout cas, je vais parler pour moi, mais il y a une petite couche d'improvisation, des fois, de rebondir. Il y a une couche d'écoute, il y a une couche où tu dois convaincre les gens. Et l'humour, quand même, m'a servi à développer ces compétences-là. Parler devant un grand groupe, essayer d'être à l'aise, des choses comme ça. Fait que il y a quand même cet élément-là, je pense, qui est important dans la formation. Tu parlais du one-two punch, c'est correct. Puis oui, c'est un mécanisme, mais au-delà de ça, il y a quand même d'autres éléments que cette formation-là nous amène à... d'autres compétences que ça nous amène à développer, puis on peut les transposer dans les affaires sans aucun problème. Fait que oui, ça a été très, très bon pour moi. Là. Intéressant. Ouais. Puis tranquillement, on rentre un petit peu dans la section l'argent du beurre, essentiellement. Donc, puis justement, par rapport à l'humour, est-ce que tu penses que... Parce que le but de la section de l'argent du beurre, c'est un petit peu plus comprendre un peu le lien entre l'entrepreneur québécois et la façon de faire des affaires au Québec. Donc, est-ce que tu penses que cet attrait pour l'humour, c'est particulier peut-être au Québec? Est-ce que c'est comme quelque chose qui facilite le développement d'affaires particulièrement ici ou que tu as remarqué dans tes différents échanges ici? Ouais. Ben, en fait, l'humour, on est très fort en humour au Québec. Là. On est des gros consommateurs d'humour au Québec. Québec, c'est un petit marché, mais avec tellement d'humoristes, des gens à grand talent. On consomme beaucoup d'humour, puis curieusement, on consomme aussi de plus en plus d'entrepreneuriat. Donc, tu sais, le mix entre les deux est quand même là. Tu sais, l'entrepreneuriat, il y a plusieurs années, c'était... J'aime ça le dire, c'était une bad luck. Tu partais en affaires, c'est parce que tu étais le talent à l'école, puis tu étais capable de trouver une job, puis là, tu commençais en entrepreneuriat. Tu sais, aujourd'hui, il y a beaucoup d'éléments. Là. L'entrepreneuriat est très à la mode, très en vogue. Ça devient un réel métier, un réel choix de carrière, que tu sois au secondaire, puis bon, peu importe éventuellement. Puis on consomme encore une fois beaucoup d'humour. Fait que le mix entre les deux, est-ce que c'est typique d'ici? Je peux pas répondre, mais je sais qu'on est des gros consommateurs d'humour, puis de plus en plus consommateurs, ou du moins, on est intéressé par l'entrepreneuriat. Fait que le mix des deux, je te dirais que c'est quand même assez gagnant. Oui, parce qu'en fait, c'est même intéressant parce qu'il y a beaucoup même d'humoristes qui deviennent des bons businessmen. Ouais. Tu sais, exemple, en ce moment, il y a Louis Morissette. Exact. Qui est devenu, on l'a mentionné dans un autre épisode, mais je le rappelle, dans le conseil d'administration d'Investissement Québec. Très grosse nouvelle. Et en fait, une autre question aussi que je te demanderais par rapport à ça, c'est évidemment, ton approche, tu dois aussi le personnaliser selon les cultures et les pays justement à laquelle tu fais affaire. On l'a mentionné avec les camps de filles, tu fais affaire avec beaucoup justement de représentants, soit en Asie, dans d'autres continents, etc. En termes de négociation, en termes de développement des affaires, comment tu personnalises ton approche à ces traits Québec Inc. Dans une autre culture? Ben, tu sais, je pense que tu as une responsabilité quand tu fais du développement des affaires de justement t'adapter à l'auditoire. Puis c'est la même chose, c'est drôle, on faisait des parallèles avec l'humour. L'humour, c'est la même chose, tu sais. Tu t'adaptes à ton auditoire, ton langage, ton débit. Si tu fais un spectacle ici versus faire un spectacle en France, tu fais un spectacle à tel type de... Tu fais un spectacle dans une école du secondaire, tu fais un spectacle dans une maison de personnes âgées. Tu vas adapter ton discours. C'est la même chose au niveau de la négociation. Puis quand tu fais du développement des affaires, quand on est allé, par exemple, Elfie en Asie, en Chine, pour développer là-bas, on avait un mandat de s'adapter. Et ce mandat-là, comment est-ce qu'on a réussi à faire ça? C'est en s'entourant de bonnes personnes. On avait Export Québec qui n'était pas très loin de nous. On avait des conseillers. On a travaillé avec Jean-François Lépine en Chine pour se faire conseiller. Puis ces choses-là sur les bonnes pratiques, les éléments à respecter, puis ces choses-là. Donc, on a fait nos devoirs d'aller collecter l'information pour être capable, après ça, d'appliquer ces compétences-là. Puis en fait, c'est ce qu'on venait d'apprendre dans
le développement des affaires qu'on a fait. Puis on le fait partout, c'est la même chose, que ce soit au Mexique, que ce soit ailleurs. On a toujours été sensible de s'informer sur comment on devait faire les affaires avant de se lancer. C'était pas une improvisation. Puis j'aurais le goût encore de faire le parallèle sur l'humour. Les gens pensent toujours, hey, il est drôle, on dirait qu'il improvise. Il n'y a pas d'improvisation. L'humour, c'est écrit, c'est bien. Justement, c'est tellement, tellement bien écrit, puis tellement bien rythmé que ça a l'air de l'improvisation. Mais je pense que les affaires, c'est un peu la même chose. Quand il n'y a pas d'improvisation. Il y en a des fois à certains degrés. Mais dans le développement des affaires, quand on parle de développer, de croissance, de développement, ça prend un plan. Ça prend un plan. On n'improvise pas ces choses-là. On les met, on les calcule, on les visionne. Puis c'est un peu pareil que l'humour. Là. Mais c'est intéressant parce qu'en fait, le fait que tu as mentionné Jean-François Lépine, et je pense que les personnes devraient savoir ça parce que... en fait, le gouvernement du Québec font une grosse mission à rapprocher la ville de Shanghai avec la ville du Québec parce qu'ils ont beaucoup de points en commun par rapport à l'intelligence artificielle, le IoT, etc. Et en fait, ta relation avec Jean-François Lépine puis aussi d'autres délégués, peux-tu expliquer comment ça marche? Excellente relation. En fait, Edfi était le commanditaire officiel du premier vol Montréal-Shanghai avec Air Canada. Oh, wow! Oui, exact. Wow. Oui, exact. C'est ça. Une petite fierté, ça. Je vous dirais, là, tu prends l'avion, là, je me souviens, j'étais avec à l'époque le maire Coderre, on était dans l'avion pour inaugurer le premier vol Montréal-Shanghai, puis t'as ton logo d'Edfi qui fait des camps d'été pour les enfants à côté de celui d'Air Canada. C'est quelque chose comme année, c'est une erreur. Donc ça, on était bien fiers de ça. Mais en fait, pour revenir à ce que tu mentionnais, de notre côté, à nous, le networking, ça a toujours été quelque chose aussi d'assez important. Quand on a commencé à penser s'en aller en Chine, on essayait de trouver la personne peut-être la plus outillée pour nous guider, si on veut, dans nos démarches. Et puis, de fil en aiguille, en fait, justement, en utilisant un peu le réseau immédiat à HEC, j'ai rencontré des gens qui m'ont mis en relation avec M. Lépine. Puis M. Lépine, évidemment, par son mandat, a favorisé, si on veut, notre implantation en Chine, puis nous a ouvert les portes, si on veut, à des rencontres, ces choses comme ça. Donc, ça a vraiment été basé sur le relationnel. C'est comme ça qu'on a réussi, si on veut, à se tailler des places. Puis ça a été comme ça aussi, bien souvent, dans d'autres endroits. Là, on nomme la Chine parce que c'est un bon exemple, mais d'autres développements internationaux qu'on a fait, ça a souvent passé par le relationnel, oui. Et est-ce que Export Québec aussi t'ont aidé aussi à rentrer en contact avec les délégués généraux? Aussi, juste pour un rappel, M. Lépine, en fait, il est délégué général de la délégation du Québec à Shanghai. Oui, représentant du Québec en Chine, effectivement. En fait, oui, Export Québec a été très bon pour nous au niveau de... Quand on a commencé vraiment à dire, nous autres, on veut se démarquer par l'aspect international, Export Québec a facilité plusieurs rencontres, entre autres lors de C2 Montréal. Donc, C2 Montréal qui attire à chaque année quand même un certain nombre d'investisseurs et de gens d'un petit peu partout. Donc, on facilité plusieurs rencontres, m'ont mis en contact avec plusieurs personnes pour que j'ai l'occasion de pitcher c'était quoi Edfi International, qu'est-ce qu'on faisait. Et ça nous a amené, comme je vous dis, là, quand même assez loin. On a discuté avec le Club Med. Oui, et ça, c'est Export Québec qui a quand même facilité ces rencontres-là. Puis après ça, comme je vous dis, nous ont vraiment épaulés sur d'autres éléments. Quand on faisait, par exemple, à un moment donné, on travaillait sur des joint ventures, des choses comme ça. Export Québec, avec leur équipe, on travaillait aussi à se renseigner sur les firmes qui voulaient faire affaire avec nous, le sérieux de ces firmes-là, la solidité de ces firmes-là et ces choses-là. Donc, tu sais, ça a été super positif, une belle expérience. OK, vraiment intéressant. Et je parlerai d'une autre expérience, en fait, qui n'est pas très publique, mais ça fait quand même un bon source de revenus, avec le groupe immobilier Brimaldo. Brimaclo. Brimaclo, vraiment désolé. Donc, en fait, justement, au courant des dernières années, justement, les immobiliers que tu as dans la Rive-Nord, ça a explosé de valeur. Et on voit beaucoup, justement, de Québécois qui commencent en temps de side hustle à s'investir dans l'immobilier, soit des triplex ou même des chalets, etc. Donc, comment tu peux expliquer, selon toi, l'attrait à la fois des Québécois dans l'immobilier et surtout ton expérience personnelle aussi par rapport à ça? En fait, gestion immobilière, Brimaclo, c'est une entreprise qui possède de l'immobilier, ça va de soi, puis des terrains dans les Laurentides. Évidemment, la pandémie a accentué aussi beaucoup cet exode-là de Montréal vers le nord, ces choses-là, donc a créé par la bande des opportunités favorables à l'immobilier. Je pense que les gens en général ont confiance en
la brique et la terre, exactement. Et dans cet esprit-là, évidemment, l'historique nous démontre normalement que la brique et la terre, c'est un placement relativement sécuritaire et profitable sur le long terme. Donc, je pense que l'intérêt vient probablement de ça. Puis, comme je vous dis, avec ce qui se passe actuellement, je suis pas mal certain qu'il y a beaucoup de monde qui continue de penser à un hybride de télétravail qui fait en sorte qu'il y a de plus en plus de personnes qui vont penser à des résidences. Même, moi, parce que je suis dans les Laurentides, il y a beaucoup de monde qui compte s'établir comme résidence principale dans les Laurentides. C'est plus une résidence secondaire, mais vraiment principale, avec l'objectif d'aller à Montréal 2 fois par semaine. Puis, là, ça devient rentable de dire, je m'installe vraiment dans les Laurentides, puis je viens 2 fois par semaine à Montréal, puis les 3 autres journées, je travaille à partir des Laurentides. Donc, puis ça, dans cet esprit-là, nous, c'est sûr que ça nous favorise dans le travail qu'on fait. Puis c'est une belle activité économique complémentaire à Edfi International, surtout dans une période comme on vient de passer, où effectivement, les camps de vacances ont quand même, surtout camps de vacances, ont trouvé ça peut-être un peu plus difficile dans la dernière année et demie. Donc, d'avoir des activités économiques parallèles, c'est sûr que ça sécurise nous et nos prêteurs, on va dire ça comme ça. Non, mais c'est intéressant parce que, exemple, moi venant de Laval, au début, on pensait Rive-Nord égale Laval. Et il n'y a rien après. Mais là, on voit Blainville, Terrebonne, à Mirabel. Et ça explose à Mirabel. Et aussi des investisseurs étrangers qui ont vu le outlet et là, qui font des grosses tours, etc. Donc, c'est fascinant. Là. Oui, il y a beaucoup de monde. Beaucoup de monde. Ça attire beaucoup de monde, effectivement. Est-ce que tu as le prochain Ray Junior courte manche? Non, je penserais pas. Je pense qu'il y a beaucoup de succès, beaucoup plus... puis comme je vous dis, nous autres, on a fait cette acquisition-là de ce terrain-là il y a plusieurs années. Et puis, c'était une opportunité, puis on s'est assis dessus, puis après ça, développer, lotisser, et ainsi de suite. Mais au départ, encore une fois, c'était pas né d'une philosophie on veut se spécialiser là-dessus. Le core business d'Edfi, ça demeure les loisirs pour enfants. Maintenant, Edfi, c'est une opération qui est annuelle, qui est plus juste saisonnière. À l'époque, c'était saisonnier quand on l'a repris. Maintenant, c'est une opération qui est annuelle. Donc, on accueille des entreprises qui viennent faire du team building également chez nous. On accueille toutes sortes de groupes. On a des gens on accueille des gens qui viennent se marier, on accueille des parties universitaires, on accueille de tout, puis on a des retraites stratégiques, des soupers familiales, des choses comme ça. Donc, on a les installations pour ça. On est quand même assis sur un terrain avec beaucoup de choses à proposer. Donc, c'est devenu vraiment une activité économique annuelle. Puis c'est vraiment ça notre core business. OK. Ouais. Bon, intéressant. Puis, par rapport à votre compétition, tout ça, est-ce que j'imagine que vous avez eu la chance d'avoir quand même beaucoup d'actifs immobiliers pour pouvoir miser là-dessus. Ça a l'air de quoi maintenant le portrait compétitif après 1 an et demi de pandémie? Je sais que là, on sait que cette année, ça va reprendre, mais est-ce qu'il y en a beaucoup qui sont tombés ou comment ça fonctionne? C'est sûr que ça a été complexe. Il faut diviser en camp de jour, camp de vacances, là, pour les gens peut-être qui vont écouter ça. Camp de vacances, c'est vraiment quand les enfants dorment. Camp de jour, il faut aller porter les enfants matin et soir. Les camps de jour ont eu la chance d'ouvrir l'année passée avec des mesures sanitaires imposées. Puis le gouvernement de la CAQ est quand même venu aider grandement quand même les camps là, pour passer la saison. Camp de vacances, ça a été plus compliqué. C'est sûr que ça laisse des traces, tout ça. Même au niveau de la clientèle, là, cette année, on va ouvrir, mais quand même, il y a des gens qui sont frileux, il y a des gens qui avaient fait d'autres plans, parce que les annonces viennent de tomber. Donc, il y a des gens qui se sont dit, les camps, on ne sait pas trop cette année, donc se sont tournés vers location de chalet ou tournée de la Gaspésie en VR, ou peu importe, d'autres choses, tout simplement. Donc, ça sera quand même pas une autre saison facile pour les camps de vacances cette année, ceux qui vont décider d'ouvrir. Mais évidemment, on a bon espoir que le gouvernement, encore une fois cette année, va venir appuyer les camps de jour et les camps de vacances financièrement parce que je pense que c'est un héritage important pour la société québécoise, là, puis évidemment pour les familles également. Oui, ça fait partie, absolument. Comme tu as dit, ça fait longtemps là, que les camps de jour, camps de vacances, ça fait partie. Énorme. Il y en a que c'est des organisations qui ont 100 ans et plus. Là. Wow. Donc, je pense qu'on a un devoir aussi de protéger ces institutions-là parce que, évidemment, le bienfait pour les enfants, là, on le quantifie. Des fois, on a de la difficulté à quantifier, mais
tout ce qui est les valeurs d'autonomie, sens des responsabilités, confiance en soi. Ça se gagne dans ces expériences-là souvent, puis c'est le futur, il faut le voir comme ça. Donc, c'est non négligeable. Puis je pense, comme je vous dis, j'ai bon espoir aujourd'hui, là, le 21 mai, j'ai bon espoir que le gouvernement va venir aider. Mais, tu sais, à la fin, ce balado, c'est pas un peu un balado qui est politiquement correct. Donc, je vais donner une opinion, question d'opinion. Qu'est-ce que tu en penses, en fait, du support qui a été fait pour l'écosystème à date? Évidemment, il y a eu plusieurs interventions qui ont été faites pour les entrepreneurs ici au Québec, mais est-ce que tu penses que ça a été assez? Est-ce que tu penses qu'il y a des lacunes? Est-ce que tu penses des trucs que c'était un coût incroyable qui a été fait au cours des derniers mois? Oui. C'est difficile ce que tu me poses comme question parce que si je me ramène juste à mon industrie, l'industrie des loisirs pour enfants, on a quand même bénéficié de la subvention salariale du côté fédéral, on a bénéficié de la subvention de loyer et on a eu une enveloppe budgétaire, une enveloppe du gouvernement provincial de 11 millions. Et là, je ne parle pas de nous personnellement, mais de l'industrie qui a eu 11 millions. Donc, on a senti que le gouvernement avait répondu présent à l'appel que les enfants, l'été, on veut que les parents, on veut relancer l'économie, on veut que les parents aillent travailler, on veut que les enfants puissent regagner un semblant de vie normale. Cet été, c'est la même chose. Nos adolescents ont besoin de faire des activités, d'arrêter peut-être de jouer aux jeux vidéo puis de passer à du plein air, ces choses-là. Donc, et donc, pour mon industrie, je pense que le gouvernement a répondu présent, puis je ne peux pas dire que je ne suis pas satisfait de la réponse du gouvernement. Pour d'autres industries, je sais qu'il y en a plein d'autres qui n'auraient pas la même opinion que moi. Le gouvernement est intervenu sous forme de prêts. Tout le monde sait que les prêts, éventuellement, on pelte le problème un peu plus vers l'avant, mais le problème va quand même être là. Il va falloir rembourser tôt ou tard ces éléments-là. Donc, je peux comprendre dans certains secteurs parfois que les gens sont plus ou moins satisfaits, mais pour mon secteur d'activité, si j'avais à dire est-ce que je suis satisfait de comment notre gouvernement a été intervenu, pour moi, je ne peux pas dire que je ne suis pas satisfait. On a senti une bonne écoute jusqu'à présent, puis à mon avis, là, c'était bien répondu. Okay. Super. Puis, dans le fond, un autre sujet qu'on voulait toucher qui est quand même chaud, là, qui on parlait de politiquement correct, justement, il y a quelques secondes. Il y a deux visions de l'entrepreneuriat qui sont souvent conflictuelles. Donc, il y a une vision que l'entrepreneuriat, ça s'apprend, n'importe qui peut le développer. Puis, il y a une vision qui va complètement à l'opposé que ça, qui est, tu es soit né entrepreneur ou tu l'es pas. En tant qu'enseignant en entrepreneuriat, comment tu vois l'autre vision là, qui est clairement contraire à ça? Ben, mon père, entre autres. Je vous le dis avant. Mon père, moi, quand j'ai dit que j'allais enseigner à l'université, il a dit « Ouais, non, c'est une joke, ça. » Fait que là, j'ai dit « Ben, merci pour ta confiance, c'est super sympathique. » Puis après ça, il dit « Qu'est-ce que tu vas enseigner? » Fait que je dis « Ben, je vais enseigner l'entrepreneuriat. » Mon père est entrepreneur. Il m'a dit « T'enseignes pas ça, tu l'as ou tu l'as pas. » Il faisait quoi ton père? Il est entrepreneur. En fait, il était courtier en transport, donc il bougeait des matériaux d'un endroit à l'autre. Donc, il prenait, par exemple, des voyages du Texas, ramenait ça à Bécancour, des affaires comme ça. Il a fait ça toute sa vie, il a fait ça il y a 30 ans. Puis ma mère a également été en affaires une très, très grande partie de sa vie. Donc, pour eux, pour je ne veux pas dire l'ancienne génération, mais pour cette garde-là, c'est impossible. Ça, tu es né avec, tu ne l'as pas. Puis je peux comprendre cette opinion-là. Je peux assurément la comprendre parce que c'est comme je disais tantôt, la musique. Il y a des gens qui prennent une guitare, jamais pris de cours. Ils vont prendre la guitare, puis un mois après, comme ils sont capables de jouer de la guitare. Puis là, tu fais comme, OK, t'as pris quel cours? Ah, c'est ça, non, j'ai écouté un peu sur Internet. Puis tu fais comme, hein? Puis t'as d'autres personnes, ça fait 3 ans qu'ils suivent des cours de guitare, puis c'est l'enfer. Ils sont pas capables de faire 3 accords. Ça se peut pas. Et dans ce sens-là, je peux comprendre qu'il y a des gens qui disent, ben gars, écoute, ça, tu l'as ou tu l'as pas. Par contre, comme je disais tantôt, statistiquement parlant, c'est démontré que plus ton degré académique est élevé, plus tes chances de réussir en affaires le sont également. Partant de ce principe-là, moi, je pense que, encore une fois, ce que l'académique vient faire, c'est vient te donner des outils de marketing, des outils de comptabilité, des outils de XYZ, ressources humaines et ainsi de suite. Et ces outils-là vont venir favoriser ou amplifier peut-être des éléments que tu avais déjà en dedans de toi en termes de capacité. Donc, je pense qu'un hybride, pour moi, entre les deux, serait raisonnable. Tu sais, quelqu'un qui a déjà certaines prédispositions, combiné à une formation ou des compétences X, Y, Z, je pense que ça, c'est les ingrédients peut-être les plus favorables pour réussir en affaires. Purement académique, puis avoir toutes les notions,
puis malheureusement, je sais pas, t'es paresseux, ou peu importe, peut-être qu'à ce moment-là, ça va être plus compliqué. Puis à l'inverse, je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui vont s'essayer en affaires, puis ça ne fonctionnera pas par, justement, manque de connaissances financières, toutes des choses qu'on peut théoriquement apprendre ou à maîtriser. Là. Fait que, je suis peut-être un peu plus nuancé. Je suis peut-être un hybride, moi, entre les deux. Fait que tu m'auras pas que ta question. C'est bon. Tu t'en es bien sorti. Oui, hein, pas faire, hein? Oui, mais je suis à peu près là. Ouais. Nice. Puis pour quelqu'un qui se demande, là, il est à un crossroads, il se demande est-ce que je devrais aller faire un bac, une maîtrise, mais il y a le projet, là, il est prêt à y aller. Tu dirais, c'est quand, j'imagine, aller au PhD, peut-être c'est pas très utile, mais en même temps, un bac, ça pourrait être un bon atout. Comment tu vois ça? Et t'as pas dit l'MBA, là. Bien fait. Ouais. Embarquez-moi pas là-dessus. J'enseigne au MBA. Non, mais en fait, tu sais, ça dépend de plein de choses. Ça dépend, ton background personnel. Tu sais, qu'est-ce que t'as quel âge? T'as fait quoi avant ça? C'est quoi ton expérience que t'étais allé chercher? Tu sais, il y a des gens... moi, je suis pas gêné de le dire. Moi, mon père n'a pas de secondaire. Ma mère n'a pas de secondaire. Les deux ont très bien réussi en affaires. Donc, tu sais, je viens d'une famille entrepreneuriale. Tu sais, moi, tout jeune, là, je le disais, tu sais, j'allais voir mon père, je disais, Père, je peux te avoir 10$ pour aller au cinéma. Il disait, OK, pas de problème, lave mon char. Intérieur, extérieur. Tu partais, t'allais laver le char. Alors qu'aujourd'hui, tu sais, des fois, un peu, ça s'est perdu. Tu sais, aujourd'hui, tu sais, ma fille vient me voir, elle me demande 20$, ma cour pour lui donner 40 au cas où elle perdrait 20. Fait que là, c'est quelque chose que... Mais dans ce sens-là, moi, de mon côté à moi, je pense que c'est ça. J'ai le sentiment qu'il y a possibilité de faire un mi-chemin entre les deux. Puis ça, ça serait ma meilleure réponse pour toi. OK. Donc, t'es pas contre les Gary Vee de ce monde qui vont te dire, tu sais, les gros superstars de l'entrepreneuriat qui vont te dire de pas nécessairement quitter l'école, mais genre, quand t'es prêt, là, faut y aller. Ben, en fait, moi, je suis pour ça. Je suis dans le sens que il n'y a pas de bon moment pour se lancer en affaires, il y a juste le moment. Comme je te dis, j'enseigne à des classes d'entrepreneuriat, c'est pleinement de gens. Je pose la question, qui veut se lancer en affaires? La moitié veulent se lancer en affaires. Puis si j'y revoyais 5 ans plus tard, je suis convaincu qu'ils seraient encore là à se demander s'ils vont se lancer en affaires. Donc, tu sais, à un moment donné, il faut que tu y ailles, il faut que tu sautes, puis il faut que tu le fasses. Je pense que, comme je dis encore une fois, la portion académique, dépendamment de ton background, peut t'aider. C'est sûr que si tu as 18 ans, tu as un projet, mais tu n'as pas d'expérience de travail, tu n'as pas la portion académique un peu plus avancée, peut-être que ça peut être un frein, mais j'ai des gens moi, que je connais qui ont 30 ans, qui ont travaillé toute leur vie dans différents projets, puis ces choses-là, ils n'ont peut-être pas nécessairement d'autres outils. Puis encore une fois, il y a toujours la possibilité d'aller chercher ces personnes-là aussi qui ont ces compétences-là. La plupart des créations d'entreprises aujourd'hui se font en équipe. Donc, si toi, tu n'as peut-être pas, mais tu as le projet, tu es ready to go, rien t'empêche d'y aller avec quelqu'un d'autre qui a peut-être ces compétences-là. Si moi, par exemple, ma faiblesse, c'est les finances, ben je peux peut-être faire, dire, regarde, je vais embarquer quelqu'un dans mon projet qui est vraiment solide sur l'aspect financier. Moi, ma personnalité, c'est plus un go-getter, un gars de vente, un gars de marketing. Puis, je peux peut-être me marier justement avec quelqu'un qui, au niveau des chiffres, va assurer une certaine solidité dans notre projet. Ça aussi, c'est pas à exclure. Parce que, des one-man shows, des gens qui sont compétents dans tout, sont experts dans tout. Ouais. Méfie un peu de ça. Ouais. Méfie pas mal de ça. Mais ça paraît que, justement, comme tu es le résultat de tes expériences que tu as eues. Puis c'est ça que tu as formé un peu l'entrepreneur que tu es aujourd'hui. Ouais. Puis, évidemment, il y a une expérience qu'on a parlé avant, qui était justement ton expérience au Edfi en tant que repreneur. Ouais. Ça, t'en parles beaucoup parce que c'est un highlight dans ta vie. Ouais. Puis, on va parler même, c'est aussi un highlight pour ton futur aussi. On va parler un peu plus tard. Mais parle-moi justement de cette expérience en tant que repreneur, la situation un peu compliquée que tu as vécue, qui s'est résolue. Puis surtout aussi comme l'apprentissage que tu as eu à travers ça sur le système de reprenariat en général. Par rapport à ça. Ben, en fait, reprendre une entreprise, c'est un élément... C'est toute une aventure, là. C'est vraiment très... C'est très, très complexe, c'est très, très émotionnel. Moi, je l'ai appris à mes dépens. Edfi International, c'est une entreprise, dans le fond, on pourrait dire 3e génération aujourd'hui, c'est-à-dire que le propriétaire l'a vendu à son fils en 92 et moi et ma collègue, on a repris cette entreprise-là en 2013, 2014, je me souviens pas, 2013, je pense. Et quand on a repris l'entreprise, ça a été très, très, très difficile. Et moi, j'avais approché l'achat de cette entreprise-là d'un point de vue quantitatif, comme la plupart des gens le feraient. On a étudié les chiffres, les ça. On regarde le potentiel, on regarde ça d'un point de vue mathématique, fait-tu du sens, puis ainsi de suite. Puis j'ai discrédité beaucoup la portion humaine
dans cette transaction-là. Donc, qu'est-ce que ça représentait pour la personne de vendre son entreprise, comment ça pouvait l'atteindre personnellement, l'émotion derrière ça, de passer le bébé, si on veut. Et ça a été des apprentissages que j'ai payés à la dure. Là. Je ne veux pas rentrer trop là-dedans, parce qu'on va en parler, je pense, dans le troisième volet. Mais effectivement, que ça a été très, très, très complexe. Donc, c'est à refaire. C'est sûr que pour moi, aujourd'hui, je comprends qu'une reprise d'entreprise, au-delà de l'aspect financier, puis je veux pas enlever l'importance de l'aspect financier, mais l'aspect humain, c'est non négligeable. Dans un transfert d'entreprise, c'est absolument non négligeable. Ouais. C'est intéressant parce que, comme je dis justement, il y a cette approche quantitative, mais dans l'approche humaine, en fait, c'est que on voit une opportunité, on se dit, OK, c'est bon, je sais qu'avec mon expertise, mes connaissances, mon réseau de contact, ma projection, j'y vais, puis je vais justement faire un 10x, 20x, something like that. Ouais. Mais dans la partie humaine, puis ça paraît justement que tu as une intelligence émotionnelle, justement, qui est quand même assez développée avec tes expériences aussi. Le fait que tu passes beaucoup de ta famille, notamment. Ouais. Mais comment la développer, en fait, justement, cet aspect humain? Est-ce que c'est à travers l'expérience, notamment, ou c'est juste à devenir plus empathique, à mettre plus de l'empathie dans tes résolutions de problèmes? Écoute, encore une fois, c'est une très bonne question. Je me considère encore... Je suis quelqu'un de très... Je pense très empathique dans la vie. Oui, je suis très près. Les valeurs familiales, pour moi, c'est très important. Il y a deux éléments, je pense, à ma réponse. La première, c'est que je pense que dans cet épisode-là de mon parcours entrepreneurial, je pense que j'ai été accompagné de gens qui m'ont peut-être un peu mal conseillé ou mal orienté pour des fins financières et autres que je veux pas je veux pas me faire poursuivre, mais donc ça, je pense que je me suis fait influencer, j'étais jeune aussi, puis ça s'apprend pas nécessairement dans les livres, ce volet-là. En tout cas, j'en ai pas trouvé, moi, de livres à l'époque où j'avais pas ces outils-là. Je crois que j'avais pas fait de transfert, j'avais jamais acheté une entreprise, puis la personne qui me la vendait n'avait jamais vendu d'entreprise. Donc, on était deux inexperts dans une transaction, entourés, chacun de nos côtés, de gens qui se prétendaient experts là-dedans, puis pour eux autres non plus, ils n'avaient jamais fait ça. Fait que souvent, tu es conseillé par des gérants d'estrade qui n'ont jamais transféré puis vendu d'entreprise, qui disent comment faire. Eux, ce sont les supposés experts, puis nous, on est deux inexperts. Fait que quand on combine tout ça ensemble... Un shit show. C'est un shit show. C'est de la merde. Exact. Exact. On se fait pas de cachette. Là. C'est vraiment ce que c'est. Puis c'est vraiment ce que ça a donné aussi. Là. Je vais être bien transparent avec vous autres. Là. C'est vraiment ce que ça a donné. Fait que c'est une combinaison de choses. Puis est-ce que ça s'apprend? Moi, je pense que l'expérience... Là, aujourd'hui, on a travaillé sur des projets d'acquisition depuis, puis j'ai zéro pris la même façon de m'y prendre. Je suis allé dans d'autres façons. J'oublie jamais l'aspect de la personne, du vendeur, de l'humain derrière l'aspect financier. Puis j'y vais dans une communication ouverte. Puis il y a d'autres éléments que j'ai appris à travers ça. Mais tu parles d'entourage, mais aussi, par exemple, pour toi aussi, l'entourage est très important. Aujourd'hui, le fait que justement, tu es en forte collaboration avec Nicolas Duvernois, avec Dominic Brown, aussi, je pense aussi le président de Circuloise aussi, si je ne me trompe pas. J'entends bien chaud. En fait, c'est tous des gens que, je veux dire, je les croise dans des événements. C'est bien sûr. À un moment donné, c'est un petit monde, cet écosystème-là. Fait qu'on finit par se croiser dans un paquet de bébelles. Ouais. Mais justement, comment tu qualifies justement cet aspect de collaboration? Évidemment, tu évalues des personnes qui sont là pour que ils veulent vraiment te voir réussir, et d'autres que, je sais pas s'il y a des buts cachés derrière ça, mais comme j'ai dit, un petit red flag à travers ça. Donc, évidemment, la collaboration est très importante pour toi, mais comment tu évalues justement ces opportunités de collaboration? Oui. Ben écoute, je vais revenir à l'humour, hein, c'est con, mais tu reviens souvent sur le fait qu'on est la somme de plusieurs expériences. Ben, l'humour, c'est ça. Souvent, les gens me disent, hey, l'école à la salle de l'humour, ça va être un nasty party, tu sais. Puis honnêtement, c'en était un. OK, moi, être bien franc, c'en était un. Par contre, l'humour, c'est hyper compétitif. Puis c'est vicieux, l'humour. C'est vraiment vicieux. Là. Moi, je me souviens, quand j'étais à l'école, la salle de l'humour, on était, je me souviens plus, on était combien? 12, 13, 15, je sais pas trop. Puis, tu sais, quand quelqu'un faisait son numéro, puis on était les 11 autres à regarder, là, t'as un petit côté de toi qui fait comme... Il peut se planter. Puis pourquoi? Parce que toi, tu passes après, tu sais. Fait que si lui, c'est ordinaire... Toi, tu passes après, tu peux tout arracher. Ouais. Mais si tu passes après quelqu'un que c'était l'enfer, comment c'était bon, le monde se sont levés debout, puis tout ça, toi, tu arrives après, tu sais, fait que tu avais cet élément-là.
Puis c'est là que, en affaires, pour moi, c'est un peu la même chose. Faut que tu dises, what's in it for me, puis what's in it for that person. C'est qu'est-ce qu'il y en est pour les deux. Puis la collaboration, c'est cet échange-là. Qu'est-ce qu'un amène à l'autre pour éventuellement faire grandir les idées ou peu importe. T'sais. Puis les gens que tu mentionnais tantôt, Nicolas a collaboré avec Dominique sur des produits. Puis c'est pas rare qu'il y ait des cross-collaborations à travers les gens qui sont dans cet écosystème-là. Puis on ne fait pas exception à ça, l'entreprise ne fait pas exception à ça. Et par conséquent, moi, j'essaie toujours de l'approcher en disant, c'est quoi, moi, que je peux apporter à ça, puis qu'est-ce que l'autre personne peut apporter, puis les réels intérêts. Valider, c'est quoi les réels intérêts de chacune dans le projet qu'on est en train de mettre sur pied. Moi, c'est à l'âge où je suis rendu, puis un peu avec l'expérience que j'ai, c'est un peu comme ça que je l'approche maintenant. Puis juste avant de passer à la prochaine question, il y a un point qu'on voulait toucher aussi qui est plus l'aspect familial. À quel point c'est important pour toi? Ouais. Parce que même ta société mère, Brimaclo, c'est tiré de tous les noms de ta famille. Brigitte Mathis Chloé. Brimaclo, c'est Brigitte Mathis Chloé. Ouais. Exactement. Peux-tu nous parler à quel point c'est important pour toi, la famille? Tu as fait un MBA, mais tu avais comme le bébé dans les mains, tout ça. La famille n'a jamais été très loin dans tout ton parcours. Non. La famille, pour moi, c'est essentiel. Ma conjointe avec qui je suis depuis... en fait, j'ai marié ma femme après 3 mois. Tout le monde, quand tu es entrepreneur dans la vie, là, on met tout sur le rouge. Puis c'était ça, c'était comme, OK, y a pas de problème. Le monde autour de moi, t'es malade, c'était malade pendant 3 mois. Aujourd'hui, mon fils me dirait, je me marie après 3 mois, j'aurais été malade, tu fais pas ça, voyons donc. Mais c'était ça, puis aujourd'hui, ça fait 14 ans, puis je veux dire, puis oui, effectivement, toujours très près, autant dans les affaires que personnelles, les conseils, les ça, la pandémie, comment est-ce que ma femme a été bonne pour me calmer, être là, l'écoute exceptionnelle. Mon fils, qui est un mini-moi entrepreneur, je l'ai souvent dit dans les cours, c'est quelqu'un qui, on parle de l'avoir naturellement. Vous le savez, j'ai une tonne d'anecdotes sur mon gars. Puis l'entrepreneuriat, j'en ai une tonne. Des affaires, tu fais comme, ça va être compliqué tout à l'heure. Là. Juste récemment, puis là, j'essaie de prendre exemple sur mon père. La semaine passée, il est venu me voir puis il m'a dit, papa, c'est ma fête, tu sais que ça en vient, c'est le 6 juin. J'aimerais ça avoir un iPhone 12. Rien que ça. Il n'y a pas de problème. Fait que je dis, OK, pourquoi? T'sais. Il dit, là, j'en ai besoin. Ah ouais, besoin? On parlait de tes besoins. Quel genre de besoin que tu as, tu sais? Le matin, tu vas à l'école, tu finis l'école à 1h, tu es en sport-études, tu fais du tennis. Et évidemment, il fait le même sport que moi. Ouais, pour rendre ça le fun. Il fait du tennis l'après-midi jusqu'à 5. Ta mère vient te chercher à 5, elle t'amène à la maison. Au pire, tu as ton iPad puis tu as son cellulaire si tu as besoin d'appeler. Tes besoins sont hauts. Puis là, il essaie de me convaincre. Puis là, c'était une guerre. Là, c'est incroyable. Puis là, je me remets dans l'époque à mon père où il me disait, 10$ lave mon char. Puis là, je me disais, écoute, si je te paye un cellulaire, c'est ce que tu vas faire. C'est quoi tu es prêt à faire pour que... Parce que c'est un paiement récurrent, là, de 50$ par mois. Là, tu vas faire quoi? C'est quoi ton plan pour me payer 50$ par mois? T'sais? Fait que j'étais vraiment dans ces valeurs-là, mais la famille, pour moi, a toujours été très, 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 très près de ce que je fais, de ce que... souvent, quand je vais faire des conférences, je vais faire des trucs, je vais tester des trucs à la famille, voir si c'est correct, si c'est bon, on assume tout ça. Comme si on était une petite équipe entrepreneuriale, on assume tout ce qu'on s'en va là. Puis ma femme, c'est ma femme. Je veux dire, je pourrais pas... c'est vraiment une personne exceptionnelle. Puis comme je vous dis, j'ai un peu adopté le Happy Wife, Happy Life. Là. Fait que, moi, je veux dire, ça me prend son stem pour avancer absolument. Puis on en jase, puis tout ça, mais j'avancerais pas dans cette direction-là si c'était pas de la famille. Puis c'est encore aujourd'hui l'élément le plus important pour moi. Si elle était ici, elle vous dirait, au-delà du fait que tu le disais tantôt, je suis maître d'enseignement, j'enseigne, je donne des conférences, je suis impliqué dans un paquet de bébelles, les entreprises, ces choses-là, mais je viens super à tous les soirs, puis ça, c'est catégorique. Là, je suis là pour le souper, puis c'est nice. Non, ça, c'est obligatoire. Mais je veux juste savoir, en fait, qui a gagné le débat, la discussion d'affaires du iPhone, finalement? C'est quand ça va être publié, ça? Écoute, en ce moment, on est vraiment ma femme, qui a pas le même... Ma femme veut que j'y achète. Ma femme a dit, tu sais, là, aujourd'hui, les gens sont rendus là. Tous ses amis l'ont. Ça marchera pas avec moi. Ça marchera pas avec moi. Tu sais, ses amis l'ont. C'est que si tu veux pas lui, tu sais. Ouais. Fait que, mais c'est parce que je pense que c'est des bonnes valeurs. Je pense que c'est des bonnes valeurs. Pas que je pourrais pas y acheter un cellulaire, mais je trouve que
justement, très jeune, que ça soit pas si facile que ça. Parce que l'adversité, c'est pas juste en affaires. Là. L'adversité, c'est dans tout. Aujourd'hui, la dernière année, les gens ont traversé l'adversité. Il y en a qui l'ont traversé plus facilement que d'autres. Puis l'adversité, ça peut être la maladie, ça peut être n'importe quoi. Fait que moi, je pense que les jeunes, on peut justement, des fois, leur... sans dire, je veux pas faire un homme d'affaires, là, mon gars, il peut bien faire ce qu'il veut, mais encore une fois, les petites compétences entrepreneuriales, négociation, puis ça, il est très, très à l'aise. Il n'y a pas de problème. Là, l'idée, je te dirais que... Mais tu sais, ça, il est très, très, justement, il est très négociateur, puis on essaie de... Fait que, tu sais, aujourd'hui, moi, je suis encore dans le mode où je tiens mon bout qu'il n'y en aura pas de cellulaire, parce que, tu sais, je pense qu'il n'y a pas le besoin. Tu sais, il n'y en a pas de besoin. Ça devient du gravy, puis tu sais, tout ce que de besoin, c'est couvert. Après ça, le reste, à mon sens, à moi, il faut que tu le travailles. Moi, j'ai couvert tes besoins essentiels. Plus tard, il va te remercier d'avoir fait ça. Je pense que, écoute, je te jure, Louis, là, c'est ce que tu me dis là. Mon père, parce que je l'ai appelé après, puis j'ai dit, Chris, je me sens mal. Tout le monde, c'est vrai, tout le monde en a. Puis moi, je suis le seul père qui fait comme non, on n'aura pas. Puis là, j'ai l'air du père épouvantable. Puis mon père me dit, regarde, écoute, il dit... Puis moi, je le sais, qu'est-ce que j'ai eu comme valeur, qui m'ont été... puis comment on a traversé des crises, puis on a pris des risques, ces choses-là. Puis je pense que ça m'a formé, ça. Fait que aujourd'hui, mais c'est pas facile, ça serait bien plus facile. Ouais, il n'y a pas de trouble. En acheter 2, c'est l'air. Mais là, c'est ça, exactement. Puis un Padgett. Mais là, aujourd'hui, mais là, écoute, c'est ça. Mais honnêtement, moi, c'était vraiment la plus grande leçon que j'ai tirée en tant qu'étudiant. C'était même pas les notions du cours, c'est vraiment l'aspect de l'éducation. Par exemple, pour moi aussi, j'ai un petit frère de 15 ans, j'ai une petite sœur de 10 ans, puis souvent, il y a ce fléau, maintenant, dans cette nouvelle ère, que les parents sont trop gentils. Ils veulent s'en débarrasser parce qu'ils ont mis un truc à faire, donc regarde, de nouvelles technologies, nouvelle tablette, vas-y, puis arrête de casser les couilles. Désolé pour le terme. Et toi, vraiment, l'éducation, tu avais même montré justement des vidéos de TED Talk qui témoignaient de l'impact, justement, des valeurs entrepreneuriales de la jeunesse, comme tu l'as dit, la négociation. Le fait de prendre, si tu as une idée, de bien l'élaborer, pour bien le présenter, etc. Comment, pour les personnes qui écoutent, ou je ne sais pas s'il y a des parents ou des mères, etc., ce serait quoi justement les conseils que tu donnerais pour enrichir justement leur éducation à travers l'entrepreneuriat? Moi, je te le dis, là, puis je le dis aux gens qui vont écouter ça. Moi, je suis pas un gourou dans rien. Là. Je veux dire, moi, j'applique ce que je pense être. J'ai pas de formation là-dedans. C'est juste mon modèle à moi. J'essaie de retirer ce que... Puis je regarde aussi, j'observe beaucoup. Fait que, je suis pas mieux qu'un autre. Puis avoir des enfants, c'est un peu comme l'entrepreneuriat. Tu le sais pas tant que tu n'as pas un, puis comprendre que il n'y a pas vraiment un guide parfait de tu fais ça, puis c'est ça qui va arriver. On parle de compétences entrepreneuriales, mais parler en public, encourager les enfants à parler en public, encourager la créativité, je pense que c'est quelque chose qui est important. Très jeune, puis je pense que je vous l'avais déjà dit, très jeune, on dit aux enfants, colore entre les lignes, là, c'est important. S'il arrive avec un dessin dégueulasse, puis c'est souvent ça qui arrive, tu vas dire, ah, c'est beau, Simon, super beau, mais la prochaine fois, colore entre les lignes. Puis là, 20 ans plus tard, dans une école de commerce, tu vas dire, think outside the box, là, ce serait important que... Mais pendant tellement d'années, tu leur as dit, ça, c'est ça sert à ça, tu fais ça comme ça. D'encourager, de faciliter un peu ça, je pense que c'est de ne pas freiner l'esprit créatif. Je pense que c'est des choses qui sont importantes. La résolution de problèmes, justement, la négociation. Des fois, mon gars, il arrive, puis je vous le dis, là, je lis les mêmes livres de Disney que n'importe qui quand il était jeune, mais quand mon gars arrive avec un problème, je dis, OK, c'est quoi ta solution? Réfléchis, tu m'amènes un problème en ce moment. Tu es en train de me domper un problème sur mon bureau. Il y a plein de problèmes. C'est quoi ta solution? Puis ça, pour moi, c'est souvent, il ne la trouvera pas, mais au moins, ça l'amène à réfléchir, à dire, OK, mais là, il faut que j'arrive avec une solution. Fait que c'est pas rare que mon gars, aujourd'hui, arrive et dit, il y a un problème, mais j'ai pensé on pourrait faire ça. Et ça, pour moi, même s'il est salarié plus tard, quand tu vas arriver à son boss, il va dire, hey, patron, on a un problème là-dessus, mais gars, je pensais qu'on pourrait faire ça. Ben ça, pour moi, il y a une valeur là-dedans. Il y a une valeur importante. S'il est entrepreneur, encore plus, mais il y a au moins une valeur là-dedans. Plutôt que de dire, gars, j'ai un problème, puis là, moi, je règle son problème. C'est ça, exact. Finalement, il n'y a pas grand-chose. Là, fait que c'est des petites choses, puis c'est exigeant pour les parents. Ben, je sais que, je sais ce que c'est super exigeant, mais je pense que sur le long terme, il va y avoir des bénéfices à ça. Puis encore là, comme je vous dis, là, je suis pas mieux qu'un autre. Moi aussi, je perds patience. Des fois, je dis, gars, mange du Nutella. Prends-en la cuillère, mange. Pas grave. Non, mais à un moment donné, t'es fatigué. Couche-toi à l'heure que tu veux. Mais carrément pas. Fait que, mais j'essaie plus souvent qu'autrement d'essayer de maintenir le plus possible
de rester fidèle à ce que je pense qui est important. Là. Mais en tout cas, ça paraît que c'est une source de fierté. C'est écoute, énorme. Énorme. Puis ça se traduit, comme je te dis, dans tous les petits trucs que je fais. Puis quand mon gars regarde ça, ben, je vois aussi la fierté à travers ça. Puis je me dis toujours, ben, regarde, ça va peut-être l'avoir inspiré à quelque chose, ou peu importe. Là, ça, pour moi, c'est bien important. Ouais. Puis parlant de long terme, on passe maintenant à la section du pain sur la planche. Ouais. J'attendais depuis le même temps tout de suite. Exact. Ça coule, les gars. C'est incroyable. On dirait qu'on a fait une répète avant. C'est incroyable. Je vous garantis que non. Ouais. Ça, c'est... Parce que vous êtes mes étudiants, ça paraît. Ah, wow. Puis il reste plein de travail dans le fond. Ouais. Puis autant pour l'entrepreneuriat au Québec, tout ça, mais toi aussi, tu as énormément de projets. Puis un truc qu'on a parlé justement avant le balado, c'est à quel point, non seulement dans ta position d'enseignant, mais aussi dans ta position de repreneur, d'entrepreneur, que tu vas avoir une grande influence sur la relève entrepreneuriale. Comment tu vois, j'imagine, enseignant, comment tu vois ton leg d'enseignant, ton leg d'entrepreneur, comment tu vois tout ça venir ensemble pour ton futur, puis c'est quoi la prochaine étape là, pour François Rioux? C'est sûr qu'il y a beaucoup de choses. Là. Je vais segmenter un peu ma réponse là-dessus. En termes de leg, j'ai HEC Montréal, pour moi, je vais toujours continuer d'enseigner jusqu'à temps que je ne sois pas nerveux. J'ai toujours dit, moi, si je suis nerveux, c'est un bon indicateur que j'ai encore la flamme et la passion de faire ça. La journée que je vais juste arriver avec une clé USB, puis ça va être le chant du signe, il va falloir que je fasse autre chose, mais je suis encore toujours nerveux avant chaque cours. Puis ça, il y en a qui n'aiment pas ça, mais moi, j'aime ça, sentir que c'est un risque là, d'aller enseigner devant 70 personnes qui te regardent, font comme « Qui ça? C'est vraiment bon, lui. » Y a-tu de l'argent? C'est bien l'attitude HEC. Y a-tu de l'argent? Mais ça, je trouve ça vraiment important. Puis, fait que, continuer de m'impliquer dans mes cours, puis de les rendre meilleurs, puis d'essayer d'influencer les gens, ça, c'est sûr. Point de vue leg, mettons, plus physique, je pense que je le mentionnais tantôt, à un moment donné, je me posais la question, j'ai beaucoup de collègues qui écrivent des cas, qui contribuent d'une manière au développement académique. Puis dans ce sens-là, ça n'a jamais été mon expertise, mais je me suis assis à un moment donné, puis je me suis dit, moi, j'en ai un cas. Moi, j'en ai un cas de transfert d'entreprise dégueulasse. Pourquoi j'écrirais pas, moi, un livre, un livre comme j'aimerais le lire. Parce que c'est souvent ça, souvent, ce que j'ai lu dans les dernières années, ce sont des livres qui sont très, très, très théoriques, pour lesquels les gens ne se retrouvent pas et ne sont pas inspirés de le lire, tout simplement. Ou de l'autre côté, on est dans des livres qui sont extrêmement inspirationnels, puis il n'y a pas aucune robustesse. Fait que c'est comme, voici les top 3 trucs pour devenir millionnaire. C'est comme si la pensée magique arrivait, puis lève-toi et marche. Puis, et là, dans ce sens-là, ça me rejoint pas pantoute. Puis là, j'ai dit, je vais essayer d'écrire. Puis quand j'ai commencé à réfléchir à ça, puis à ce que je voulais dire comme repreneur, je trouvais que c'était pas correct pour le lecteur, parce que si le lecteur prend mon livre, il va lire ma vision du transfert d'entreprise. Puis c'est une vision unidimensionnelle de moi qui ai acheté la business. Puis, le gars, il n'a pas été correct, puis ci, puis ça. Fait que ce que j'ai fait, quand j'ai fait mon transfert d'entreprise, moi, j'ai été 7 ans de temps sans parler à la personne de qui j'ai racheté l'entreprise. 7 ans. Puis avant ça, c'était le témoin à mes noces. C'était un de mes plus grands chums. On a voyagé ensemble, c'était le témoin à mes noces. On ne s'est jamais reparlé après le transfert d'entreprise. 7 ans plus tard, à jeun, même pas pris d'alcool. Je sais pas ce qui m'est passé par la tête, mais je l'ai appelé. Puis ça, ça fait pas 8 ans de ça, là. C'est quand même assez récent. Je l'ai appelé et j'ai dit, écoute, tu vas peut-être me raccrocher à la ligne au nez, me cracher dans le visage, je le sais pas, mais je dis, j'ai le goût d'écrire un livre sur le transfert d'entreprise. Moi, ça m'a coûté 176 000 $ d'avocat, ce transfert-là. Ça t'a coûté à peu près 100 000 $. Ça a coûté $250 000 faire notre transaction. On s'est écarté, on s'est perdu, on était des grands chums. J'aimerais au moins qu'il sorte quelque chose de positif de ce transfert-là. T'accepterais-tu d'écrire le livre avec moi? Puis il a accepté. Fait que dans le même livre, il va y avoir la version du vendeur puis la version de l'acheteur. Mais non censurée, raw. Ce que moi, comment je l'ai vécu, lui, comment il l'a vécu. Fait que ça va venir rejoindre l'inspirationnel, le storytelling. Là. Tu vas avoir le goût de tourner à la prochaine page parce qu'il y en a eu de la merde, je te le garantis. Puis on y a ajouté à ce livre-là une portion qui est plus robuste sur l'analyse des bonnes pratiques. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire autrement, rendu là? Ça, on a pris ce chemin-là. Regarde, qu'est-ce qu'on aurait pu faire autre? Comme ça, quelqu'un qui prend ce livre-là, au-delà de tourner les pages rapidement en disant « Aïe, ça n'a
pas de bon sens qu'il voulait vraiment le tuer, tu sais, peu importe, ben il va quand même avoir une robustesse de dire, OK, si un jour je veux racheter une entreprise, ben regarde la bonne pratique que je pourrais, tu sais, regarde ce que je pourrais faire de mieux ou pas tomber dans ce piège-là. Fait que ça, c'est le livre qu'on est en train d'écrire puis qui est sur le bord de terminer, qui va probablement sortir là, quelque part cet automne. Donc ça, tu parlais de l'aigle tantôt. Ça, je suis vraiment fier de ça parce que tu convertis une histoire de merde, excusez-moi, là, une mauvaise histoire en quelque chose qui va avoir, je pense, un impact positif pour la communauté d'affaires et de repreneurs dans le futur. Fait que ça, je peux pas être fier de ça. Puis repreneuriat d'ailleurs, qui va être genre le sujet de l'heure, qui augmente avec toute la génération de boomers qui s'en vont à la retraite, qui sont des propriétaires d'entreprise. Exact. Et les classes sont pleines de gens qui veulent créer des entreprises de toutes pièces. En plus. Regarde la preuve, je veux dire, la majorité des gens veulent créer de toutes pièces et non reprendre. Donc, on peut anticiper un déficit à un moment donné de repreneurs. Donc, ça, pour moi, ça fait partie de mes petites fiertés. Puis encore là, pas qu'un aspect à donner multi. Je suis le next Harry Potter du livre d'entrepreneur. Je suis zéro ça, là, mais je pense que la personne qui va mettre la main là-dessus va avoir un petit feeling d'ailleurs, c'est toute une histoire. Parce que, comme je vous dis, il y a des éléments vraiment rough là-dedans. À la limite du déloyal, du manque d'éthique, du légal. Écoute, il y a de tout. Là, fait que c'est vraiment une bonne histoire. Puis en même temps, une bonne histoire, c'est une mauvaise histoire, là, mais au final, je pense que ça va être positif. Fait que ça, c'est un de mes legs. L'autre chose sur laquelle, évidemment, je suis... ça rejoint des passions. Là. C'est vraiment... C'est ça que je suis rendu un peu, moi, dans la vie. C'est, je veux avoir du fun dans ce que je fais, point final. Ça m'intéresse pas, je le fais pas. Fait que là, ça fait quand même... On parlait de l'humour en début, on parlait de l'entrepreneuriat, puis on parlait de l'enseignement. J'ai eu le goût, à un moment donné, de mettre tout ça dans un même projet. Puis c'est les étudiants qui m'ont un peu allumé là-dessus. Ils disaient, écoute, tu devrais faire de quoi par rapport à tes anecdotes. Tu as tellement d'anecdotes d'affaires que j'ai décidé de faire une conférence d'1 heure qui va ressembler, si on veut, à un show, carrément, mais sur lequel il y a un seul sujet, c'est la business. Okay? Donc, c'est 1 heure de business, mais j'utilise encore une fois le véhicule humoristique pour le faire. Je me suis entouré de gens très, très solides pour co-écrire avec moi. Moi, j'ai écrit, j'ai des scripts éditeurs pour être sûr qu'il est très, très serré. Puis quand les gens vont venir voir ça, encore une fois, un peu dans le même esprit que le livre, les gens vont écouter ça, ils vont rire, je pense, beaucoup, mais en même temps, il va quand même avoir une robustesse de dire OK, il y avait un message en arrière de ça. Puis ça me rend bien, bien fier aussi de pouvoir jumeler humour, les affaires qui ont été acquises, plus l'enseignement. Fait que ça, c'est quelque chose qui me fait bien, bien, bien plaisir. Fait que ça va être dans une salle, c'est sûr, au mois de septembre. Ça, c'est dès qu'on peut, là, ça va être... et la conférence s'appelle « Drôlement sérieux ». Donc, exactement, qui est un peu le mélange entre c'est sérieux, mais c'est drôlement sérieux. Donc, on va jouer avec ces deux univers-là. Je te poserai une question par rapport à ça. Est-ce que c'est plus une conférence à connotation humoristique ou un stand-up show que le thème est la business? Non, c'est une très bonne question, puis on s'est vraiment posé la question parce qu'on voulait s'assurer que le thème premier soit la business et que l'humour soit secondaire. Okay. On ne voulait pas l'inverse. On ne voulait pas que les gens viennent en disant « fais-moi rire ». Non. On voulait que, puis à la limite, quand vous allez le voir sur mon site Internet prochainement, je ne fais pas mention que je suis diplômé de l'École nationale de l'humour. Puis c'est volontaire. Je voulais que les gens viennent s'asseoir dans une salle pour entendre parler de business, puis à la fin, ils disent « c'était drôle en tabarnache ». Ça, j'aime mieux ça que quelqu'un qui va venir s'asseoir et va faire comme « fais-moi rire ». Parce que quand tu fais l'École nationale de l'humour, les gens font comme « fais-moi rire maintenant ». Ah ouais, fais-moi rire. Ouais, tes jokes. Et moi, je voulais l'inverse. Je voulais que les gens viennent écouter des anecdotes d'affaires, puis qu'à la fin, ils se disent écoute, c'était drôle en tabarouette. Je voulais pas tomber en compétition avec Mike Ward, moi, demain matin. C'est pas ça. Je suis pas un humoriste. C'est pas ça mon gagne-pain. Je vais te faire rire avec des situations d'affaires sur lesquelles il y a des takeaways. Il y a des takeaways. Puis HEC est avec moi là-dessus. Je travaille avec des gens du Comédia aussi qui sont avec moi là-dessus. Donc, c'est la rencontre de deux univers. Puis c'était logique pour moi. Ça s'inscrivait dans une logique qui était simple, celle de marier un peu ces trois univers-là. Ouais. Puis comme tu disais tantôt, c'est ça qui facilite le plus la rétention. Je pense
Les gens vont sortir de ça, puis je pense 2 ans plus tard, ils vont dire écoute, je me souviens quand tu m'as raconté cette anecdote-là, tu sais, dans le fond, ce qu'il voulait dire, c'était ça, puis, tu sais, mais j'ai utilisé une image pour que ça te reste dans la tête. C'était vraiment ça. Là, c'est ce que l'humour fait. Fait que, c'est un peu dans cette optique-là. Fait qu'on n'est pas évidemment dans le pipi caca, on n'est pas dans l'univers comme ça, mais on est dans l'univers, oui, on va toucher le financement, on va toucher la quête d'opportunités, on va toucher la question de faire des choix, la famille. Donc, on va toucher ça, mais toujours axé sur les affaires, mais avec un soupçon de plaisir. Pour t'avoir eu en cours plusieurs fois, puis avoir écouté tes présentations ou tes animations, je pense que ça va être un show extraordinaire. Là. Ben écoute, je l'espère en tout cas. Puis c'est sûr, je vais vous inviter si vous venez venir voir ça. Avec grand plaisir. Ça va être le fun, ouais. Ouais, OK, ça c'est sûr. Puis t'as mentionné, tu n'es pas en train de chercher à devenir le prochain Harry Potter, J.K. Rowling, dans le fond du livre ou quoi que ce soit, mais tu es un petit peu en train de te positionner comme un entrepreneur, influenceur, peut-être malgré toi. Puis je pense que les étudiants de HEC qui sont passés à travers ton cours, déjà ils le disent, genre il y a Nicolas Duvernois, oui, mais François Rioux, pour un étudiant qui est passé par l'entrepreneuriat, c'est quasiment le même statut. Là. Puis je sais que vous êtes en bon terme aussi, je peux aussi créer une rivalité aussi avec ça. Non, on est en super bon terme. Mais tu sais, avec ça va être excellente, son Remo Gym bien ordinaire. non, ben oui, non, on est en très bon terme. Je le vois dans des événements des fois, puis beaucoup de succès, puis bien content pour lui. Nice. Mais dans le fond, c'est ça qu'on se demandait un petit peu. Est-ce que tu veux capitaliser un peu là-dessus? Est-ce que comment tu vois ça? Est-ce que tu es à l'aise à devenir un petit peu un entrepreneur influenceur comme Nicolas Duvernois? Lui, il a assumé à fond, puis il met des quotes une fois par semaine. Ouais. Des fois moyennement dit. C'est ça, mais moi, je ferais pas ça, non. Non, hein? non, puis encore une fois, je veux pas me... mais ça me ressemble pas. Les affaires d'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui voit loin, puis que, c'est ça, là, tu me perds. J'ai pas le goût de faire ça dans la vie. Mais avec ta propre signature, peut-être. Ouais, peut-être, puis j'en ai des quotes là, que à un moment donné, ça me tentait de mettre. Un quote que je voulais mettre, c'est à un moment donné, c'est un problème, t'as pas de solution, tu fais partie du problème. Ça me fait rire, mais en même temps, voilà. Mais honnêtement, je vais être bien transparent. J'ai pas je pense pas avoir cette ambition-là. Ce que je mets. Puis, contrairement à... il y a des gens qui me disent hey, tu as-tu une rigueur? Tu t'assures-tu de absolument à zéro? Là? Moi, si j'ai quelque chose qui me fait rire, qui me tente, je le mets. Ça donne ce que ça donne. Mais j'ai pas une équipe de 80 personnes en arrière qui dit OK, là, on publie à telle heure. Là, après ça, c'est important d'interagir. Puis, il y a des gens qui me disent tu devrais être plus personnel, mettre plus de trucs sur ta famille, puis là-dedans, tu as des reach, puis tout ça. Je ne sais pas, ça me tente pas de faire ça. Récemment, j'ai mis quelque chose sur ma mère, qui a eu, écoute, ça a été vu, je pense, 25 000 fois, puis tout ça, mais c'est parce que c'est ça qui arrivait pour le vrai. J'ai déménagé ma mère qui est entrepreneur dans un foyer. Ça m'a fait super mal au cœur. Ça me tentait de le faire, mais je me dirais pas à toutes les semaines comment je peux arracher une larme à quelqu'un pour avoir, là, je l'ai fait, puis c'était ça. C'était cette journée-là. C'est tout. Quand j'ai l'anniversaire de ma femme, de notre mariage, j'ai mis quelque chose. C'est très personnel. Jamais je mets des trucs sur... je partage pas ces affaires-là. Fait que, là, je l'ai fait. Oui, ça a été... Mais c'est pas parce que je sens une attraction que je vais dire « Ah, oui, ils en veulent. Ben, voici mon fils en maillot de bain. » Non, ça, là, c'est... Ouais, mais ça, je veux jamais faire ça. Ça me ressemble pas. Puis j'ai rien contre les gens qui le font. C'est juste que moi, ça me ressemble pas. Fait que dans cet esprit-là, influenceur, moi, s'il y a des gens qui regardent ce que je fais, mes petites capsules, mes ci et ça, encore une fois, ça leur accroche un sourire, ça leur fait penser à quelque chose. Fine. Si ça donne le goût aux gens peut-être d'entreprendre, ça donne le gars... Ça, j'ai pas de problème. Mais, comme je te dis, de commencer à penser que je possède une certaine forme de vérité, puis que, là, il faut boire mes paroles, puis non. Là, moi, je veux dire, j'ai mon expérience avec des hauts, des bas, je les mets, je trouve un petit caractère funny qui me représente bien. Après ça, ça fera le chemin que ça fera. Puis si, effectivement, puis pour répondre à ta question, si à un moment donné, là, il y a plein de monde qui me suivent, puis que ça va avoir été parce que je suis resté moi-même. Puis si une semaine, je publie pas, c'est parce que je publie pas. Si j'ai rien à dire, c'est tout. Ouais. J'ai pas là, je suis obligé de publier, donc là, voici mon chat, puis j'ai mangé du spaghette. Puis, non, ça oublie ça. Là, mais je peux faire l'interprétation, et dis-moi if I'm wrong. Là, c'est pas aussi un rapport psychologique, mais je pense que qu'est-ce qui te guide beaucoup, c'est à travers laisser un héritage. Par exemple, tes enfants, c'est un héritage. Tes étudiants, quand on parle de toi, c'est un héritage. Quand on fait des publications aussi, tu sais. Puis,
c'est fou que même avec ton personal branding, la qualité du contenu, etc., mais l'héritage que tu laisses, c'est un entrepreneur qui est authentique, qui est passionné par plusieurs trucs, un peu TDAH parfois, mais tu es guidé par ça, mais c'est nice de voir comme l'héritage que justement que tu laisses et que tu continues à laisser au cours des prochaines années, parce que je pense que tu as beaucoup de projets qui s'en viennent aussi pour toi. Ben, c'est vraiment gentil, tu sais, puis tu parles des étudiants, puis c'est vrai, les étudiants, c'est important pour moi, tu sais, je regarde, tu sais, par exemple, je vous l'ai dit en entrée de jeu, tu sais, je suis relativement occupé, mais tu sais, je voulais pas manquer ça, tu sais, vous faites de quoi, ça me fait plaisir, puis tu sais, les étudiants, souvent, je vais répondre présent quand ils vont me demander des trucs. Ça, je trouve ça vraiment important, puis l'importance qu'ils accordent à parce que moi, à la fin de la journée, je pense que c'est un privilège de passer dans la vie académique d'une personne puis d'avoir un impact, de dire, écoute, je me souviens de sa prof-là, je me souviens de ça. Ça, pour moi, je trouve ça important. Vraiment, vraiment important pour moi. Puis tu parlais de ça, je trouve ça plus important que de m'obliger à écrire des choses ou peu importe. Fait que si... au nombre d'étudiants, puis j'ai à peu près 400 étudiants par session. Fait que c'est sûr que fait le calcul, à un moment donné, fois 10 ans, fait que j'ai eu la chance puis le privilège de passer dans la vie académique de bien du monde. Fait que si ça va avoir eu un impact un jour, je vais avoir fait ma job, puis ça me rend fier. Puis je pense que ça, c'est bien important. Puis on parle de d'autres entrepreneurs. Je suis rendu aussi à l'étape où j'aime juste faire ce qui me tente, puis le plaisir que j'en retire, c'est ça. Puis si ça me tente pas, ça me tente pas. Puis j'ai cette discussion-là souvent parce qu'il y a des gens qui me disaient, là, tu devrais, mais ça me tente pas. Fait que pour le faire, ça me tente pas. Fait que quand je le fais, c'est parce que ça me tente réellement, je m'investis, mais sinon, c'est pas grave, il y en a d'autres qui vont le faire, puis peut-être mieux que moi. Là, c'est pas correct. Exact. Mais regarde, je vais poser la dernière question, ça fait pas bon des heures, mais on a tous... tu as non, on pourrait pas, je suis occupé. C'est ça. On va closer ça bientôt, dépêche-toi. Mais justement, par rapport à toutes tes expériences antérieures, toutes tes observations que tu as vues du Québec, puis la relève entrepreneuriale que tu enseignes notamment, est-ce que tu penses que le futur attend à ce que le Québec soit né pour un gros pain? Moi, je pense qu'on peut se donner cette ambition-là. Moi, je pense qu'on peut réellement se donner l'ambition de rêver grand. Moi, oui, définitivement. Je pense que, moi, je suis un joueur de tennis. J'ai un background où j'ai une bourse d'études en sport dans une université américaine au tennis. Puis, quand tu joues au tennis, c'est en 1900... en 1900 quelque chose, c'était pas un sport, le tennis. C'était comme un loisir. Là, c'est comme les échecs. Puis à un moment donné, tu as des joueurs de tennis comme Félix Auger-Aliassime, comme Denis Shapovalov, Miloš, chez les femmes, Eugénie, puis ça. Puis là, tu as plein d'autres jeunes qui se disent « Ah yes, moi je veux faire ça, ce sport-là ». Puis ils rendent le sport accessible, de dire, de rêver que, hey, moi, je peux faire ça. Puis je le sais parce qu'aujourd'hui, mon fils joue au tennis. Il suit, puis je veux pas dire qu'il suit mes pas. Moi, j'ai essayé de l'inscrire dans tout, sauf le tennis. Puis il y a un moment donné, il a accroché sur le tennis. Puis je regarde aujourd'hui, puis il croit réellement, comme nous, on croyait qu'on pouvait jouer au hockey. C'était accessible, le hockey, quand moi, j'étais jeune. Il y en avait des joueurs dans la Ligue nationale québécois, puis tu disais, mais là, il n'y en a plus, mais à l'époque, il y en avait, tu sais. Tu pouvais croire à ça. Au tennis, tu pouvais pas. Il n'y a pas personne, tu sais. Il n'y a pas personne qui gagne. Fait que là, mais l'entrepreneuriat, pour moi, c'est un peu ça. Tu sais, à l'époque, c'était, comme je disais, c'était une bad luck. Tu fitais pas nulle part, tu créais un job, c'était comme ça, tu sais. Aujourd'hui, dans les écoles secondaires, dans les journées carrière, il n'y avait pas de département d'entrepreneuriat et innovation à HEC il y a 6 ans. Fait que c'était même pas reconnu quasiment. T'es pas assez hot pour un département. C'est comme quand t'es assis une seconde fonction pas à peu près. Là, ça nous permet, puis quand tu parles de gens qui ont une super bonne influence, Nicolas, que ce soit Dominique, puis il y en a plein d'autres. Des gens comme ça, c'est parce qu'ils prennent beaucoup l'opinion publique, sont là beaucoup, mais il y en a plein d'autres qui sont extraordinaires, des histoires incroyables que moi j'invite dans mes cours qui sont pas connus, qui sont hallucinants comme entrepreneurs. Mais ils donnent l'accessibilité à la relève de dire « Crème, s'il l'a fait, moi aussi je suis capable de le faire. » On parlait tantôt d'Anthony Vandram, poche et fils. Ouais. Le gars, il fait des t-shirts avec une poche. Là. Chris, il n'a pas inventé le prochain vaccin. Là, il fait mais c'est un gars d'HEC qui a mis une poche sur un chandail, puis aujourd'hui, il fait une entreprise de ça. Quand il vient donner une conférence dans mon cours, puis il dit ça à un jeune qui est assis dans le cours, le jeune dit « S'il a mis une poche sur un t-shirt, être capable de faire quelque chose. Là, puis il fait une business avec ça. Fait que ça devient de plus en plus accessible. Fait que
rêver d'un gros pain, pourquoi pas? Tu sais, aujourd'hui, de plus en plus, on se donne cette chance-là, mais c'est collectivement qu'il faut qu'on se la donne. Puis ça, c'est appuyé par les universités, par les écoles, par les gouvernements. Il faut se donner les moyens de ces ambitions-là. Si on ne se les donne pas, ben on va être né pour un petit pain, mais je pense qu'on a les outils, puis on a la volonté, puis on a des influenceurs, ou peu importe, qui vont favoriser, puis qui vont créer chez les plus jeunes l'idée que entreprendre, c'est un métier, puis c'est ça que je veux faire dans la vie. Ouais. Puis oui, on va réussir ça. J'aurais pas dû mettre la meilleure réponse. Ouais, Merci Montréal! Moi, je finis comme ça, c'est ça. Exactement. Non, mais c'est un peu ma vision des choses. Hein. Non, c'est bon. C'est bon. Ouais. Puis on a une petite tradition à Né pour un gros pain. À la fin de chaque épisode, on veut laisser... Il n'y a même pas de bière ici. C'est un J'en ai, là. balado de pauvre. Il n'y a pas de bière. J'arrive, il n'y a pas de maquillage. Écoute, je sais pas, c'est vraiment un balado de pauvre. Attends, mais pour toute compagnie qui veut rendre ce balado un balado riche, commanditez-nous, hein, nous, en développement des affaires, on est aussi très bons. Ouais, c'est ça. Parce que là, on m'a dit une affaire. Je suis obligé d'amener ma propre goutte d'eau. Là. La dernière fois, je viens ici. Ouais, excusez-moi, je vais briser le rythme. Mais une des choses qu'on peut t'offrir, par contre, c'est 1 minute pour parler d'Edfi, puis où on peut retrouver Edfi. Puis c'est quoi Edfi? Une dernière fois, une dernière pitch. Edfi, tout est en fait, Edfi International, tu sais, je regarde la caméra là. Edfi International, c'est un excellent centre de vacances pour enfants. Il y en a plein au Québec qui sont excellents. Si vous avez des jeunes qui ont la bougeotte, qui veulent découvrir des sports, ces choses-là, edfi.com, on a un centre de vacances international. Même pas besoin d'aller à l'extérieur. C'est les jeunes de l'extérieur qui viennent ici. Donc, on offre un environnement multiculturel. On a également 5 camps de jour dans la grande région de Montréal. Vous allez tout voir ça sur le site Internet. Donc, ça, c'est la portion Edfi International. La portion françoisrioux.ca, ben écoutez, sur mon site web, françoisrioux.ca, vous allez voir la conférence Drôlement Sérieux, les autres ateliers que je donne, les articles que j'écris pour Urbania. Vous allez voir aussi le livre qui va être sur mon site web également. Et puis, comme je vous dis, il faut oser, il faut se donner le moyen de nos ambitions. Puis voilà, c'est tout. Ça termine mon passage. Wow. Ben, merci d'être passé avec nous. Un plaisir, grand plaisir. Grand plaisir. C'est un honneur pour nous, je pense, d'avoir été assis dans ta classe, puis finalement tu viennes ici. Un fanboy, c'est incroyable. Assis pour notre balado. J'ai pas fanboy trop pendant l'épisode, donc là, je me permets un petit... C'est bien gentil. C'est bien gentil. Je vous retourne l'appareil. Bravo pour l'initiative, pour ce que vous faites pour essayer de promouvoir, parce qu'on parlait de grand pain, mais c'est ça. C'est en ayant des gens comme ça aussi qui mettent de l'avant l'entrepreneuriat, mais c'est comme ça aussi qu'on se donne la chance d'avoir du monde. Qui, ça peut être une phrase aujourd'hui, quelqu'un va faire quand même, moi ça me rejoint, puis ça fait changer quelque chose. Yeah. Voilà. Merci les gars. Hein. Merci. Alors on se voit au prochain épisode? Yes. Let's go! Et c'est déjà la fin de l'épisode. On tenait à te remercier d'être un affamé, d'être un fan du balado Né pour un gros pain et de croire en notre mouvement. On a beaucoup de nouveautés qui s'en viennent pour toi cette saison et on espère que tu resteras à l'affût. Sur ce, on se revoit très bientôt pour un prochain épisode.